Eulana Tato, comme on dit en Polynésie. Merci Jason de m'avoir invité et merci aux organisatrices de cet événement nécessaire et salutaire, de grande ampleur en plus, donc bravo. Moi, donc, c'est Natacha, ça suit. J'ai grandi en Polynésie jusqu'à mes 18 ans, aux îles sous le vent à Raiatea et avant ça dans l'archipel des îles Marquises. Et même si bah, aujourd'hui, voilà, j'habite en France hexagonale et je prends la parole en tant que citoyenne concernée par ces questions-là et avec voilà, beaucoup de peur de la montée de l'extrême droite, mais aussi beaucoup d'espoir. En préparant un petit peu cette intervention que je vais essayer de faire courte pour pas vous assommer, j'avais un certain nombre de questions qui me sont venues, donc je vais essayer d'aborder. Déjà, c'est quoi l'impact des législatives en Polynésie? Premièrement, parce que là c'est l'enjeu, mais est-ce que vraiment ça a un grand impact? Quel est le programme de l'extrême droite pour la française? Eux l'appellent vraiment Polynésie française. Quel a été le rôle de l'extrême droite au pouvoir historiquement aussi pour, pour la Polynésie? Et enfin, pour terminer sur une note un peu plus positive, voilà, j'essaierai de revenir un peu sur que serait une lutte décoloniale au-delà en fait du barrage contre le RN et bah, en se basant sur le programme du NFP, du Nouveau Front Populaire, mais au-delà aussi quoi et plus. Donc tout d'abord, comme l'a dit Jason, les législatives, elles ont un impact assez relatif sur le territoire polynésien en raison du statut d'autonomie, parce que bah, du coup, certaines lois ne s'appliquent pas directement. Donc ça peut en quelque sorte corroborer le sentiment de distance des électeurs polynésiens pour les législatives, comme ça a été le cas aussi pour les européennes. En revanche, et ça j'insiste, s'il y a des gens qui se sont connectés de la Polynésie, ça ne minimise pas pour autant le rôle des députés polynésiens à l'Assemblée. Ils ont le même pouvoir que les députés hexagonaux, évidemment. Donc ça veut dire voter des lois, faire des propositions, questionner le gouvernement, mettre en jeu la responsabilité du gouvernement aussi par des motions de censure si besoin. Donc potentiellement, bah, c'est un pouvoir énorme, quoi qu'on dise. Y compris pour bloquer une politique d'extrême droite qui est menaçante pour toutes et tous. Donc on peut encore entendre que trois députés sur 577, c'est peu pour un territoire qui, comme Jason l'a dit, est étendu avec la même superficie que l'Europe. Mais voilà, encore une fois, pour rappel, certaines lois, elles passent à une voix près, donc imaginez le poids même de trois députés polynésiens. Et en plus, je reviens pas dessus parce que ça a déjà été évoqué beaucoup, mais ce sentiment d'éloignement de la politique hexagonale, moi je pense que c'est un problème structurel. Ça suffit de culpabiliser les individus. Il y a aussi voilà, un problème d'éloignement de la part, voilà, comme ça a été mentionné, des politiciens à l'égard des territoires ultramarins qui font que bah, les personnes se sentent encore moins légitimes et intéressées pour aller voter. Et moi, j'ajoute aussi mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est très lié, comme ça a été mentionné aussi, au système éducatif que l'on a et à la volonté de ne pas politiser les enjeux. Donc, un petit état des lieux pour les 13 candidatures aux législatives en Polynésie. Donc, il y a trois circonscriptions. Dans chacune des circonscriptions, on retrouve un candidat de droite qui est plus ou moins proche du parti présidentiel, mais aussi du Rassemblement national, mais indirectement. On retrouve aussi trois candidats du Tavini Huiratira qui a rejoint le Nouveau Front Populaire. Donc Tematai Le Gaïc, Steve Chailloux et Meriana Red Arbelo, qui sont les trois députés sortants. Trois candidats, pardon, à chaque fois je dis députés, mais ce sont des candidats encore. Écologistes, Jacques Libriand, Tati Salmon et Jules Hawata, pardon. Il y a deux candidats dans deux circonscriptions différentes directement associés au Rassemblement national, dont James Crow, que j'arrive pas trop à comprendre, c'est un peu une girouette. Il est passé par du Tahuela au Tavini et puis il est revenu au Rassemblement national. Et Tutu Tetuanui, voilà, se revendique du RN officiellement. Et enfin, bah, deux autres candidats qui ne se rattachent pas forcément à un parti, mais qui sont là plus pour des revendications locales.
Donc, les enjeux là pour les trois candidats sortants, ça va être de faire le bilan d'un mandat très court de 2 ans, qui est malheureusement un petit peu affaibli par des critiques adressées au gouvernement de Bolderson. Mais ce que ces trois candidats-là du Tavini ont pour eux, c'est que ce sont des visages connus. Donc on peut espérer que voilà, il y aura quand même un vote en faveur du nouveau Front populaire, même si encore une fois, bon, si on vote au colo, c'est bien aussi. Mais en tout cas pour faire barrage, quoi, parce que la, la, la campagne est très courte et puis faut pas oublier qu'on n'a pas le train pour se déplacer assez vite. Donc là, ça va être compliqué pour l'ensemble des candidats de se rendre dans les trois circonscriptions. Voilà, donc ce que le Tavini a pour lui, c'est que ce sont des visages déjà connus. En- Quel est le programme maintenant de l'extrême droite pour la Polynésie? L'extrême droite a un programme pour la Polynésie depuis longtemps. Déjà, moi, dans mes souvenirs personnels, c'était la première fois que j'ai voté en 2017. Évidemment, je n'ai pas voté pour elle, mais je voyais avec effroi la campagne de Marine Le Pen dans les îles, très charmeuse en fait, avec voilà, des mesures récupérées de la gauche en fait. Là, en 2022, Marine Le Pen, elle a conduit un programme pour la Polynésie qui s'appelle Respect, tradition et modernité pour la Polynésie française. Je les ai devant moi, hein, les 12 points, je ne vais pas les détailler, mais ce qu'il faut, enfin, ce dont j'avais envie de parler là, c'était que en fait, c'est assez effroyable la façon dont elle récupère des luttes qui sont initialement menées vraiment par les partis indépendantistes de gauche. Là, par exemple, dans le programme, il y a 3 points sur le nucléaire avec la reconnaissance par l'État du fait nucléaire et des retombées radioactives, l'indemnisation des victimes et le remboursement des dépenses pour les maladies radio-induites. Ça, c'est un combat voilà, qui est mené par les indépendantistes de gauche, donc c'est assez voilà, ubuesque et bon, on a l'habitude maintenant, mais qu'elle le reprenne à son compte. Il y a aussi des mesures de transition écologique, dont la plantation d'un champ solaire, une transition vers 100% d'élevage bio, une autosuffisance alimentaire saine. Elle évoque aussi les violences intrafamiliales. Bref, tout un ensemble de mesures qui en fait récupèrent la rhétorique des luttes de gauche à son compte, alors qu'on sait pertinemment qu'elle ne va rien faire. Enfin, ça, c'est l'histoire qui le montre. Et même, du coup, pour continuer sur ce petit détour par l'histoire, je me suis dit, mais en fait, là, c'est pas possible qu'on se fasse berner aussi facilement que ça par un programme. Là, qu'est-ce que ça a donné l'extrême droite au pouvoir pour la Polynésie? Donc, encore une fois, je prétends pas être spécialiste du sujet, j'ai juste fait quelques recherches, mais l'extrême droite semble avoir toujours considéré les Outre-mer soit comme un enjeu de stratégie territoriale, soit elle les a abandonnés. Et donc, fun fact, un peu sous le régime du Vichy, en fait, l'empire colonial est resté sous l'autorité du gouvernement français parce que ça ne faisait pas partie de la stratégie politique, si j'ose dire, d'Hitler et qui n'avait pas les moyens en fait d'aller conquérir ses troupes. Donc on pourrait se dire, bah voilà, Pétain n'avait pas obligation de faire quoi que ce soit dans les Outre-mer, enfin en Polynésie en tout cas là, euh, sous le régime de Vichy, mais sans même la demande du Reich, Pétain instaure dans les colonies la déchéance de nationalité, l'interdiction de travailler, l'internement. Donc en fait, sa politique fasciste, elle s'intégrait totalement dans le régime colonial qui était déjà en vigueur. Et en fait, le Rassemblement national de Marine Le Pen, il a toujours le même regard. En fait, il considère les Outre-mer comme des viviers à vote, une réserve de main-d'œuvre militaire. Je rappelle que dans l'armée de terre, 17% de l'effectif est composé d'ultramarins. Ça me choque de me le rappeler. Je le savais, y compris j'ai vu beaucoup de camarades de classe entrer dans l'armée, mais 17%, c'est quand même énorme. Et voilà, puis elle voit l'empire colonial comme un signe de puissance de la France. Donc l'extrême droite et la colonisation ont toujours avancé main dans la main. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la même stratégie électorale que dans des territoires ruraux, alors dits avec de gros guillemets éloignés en France hexagonale. Voilà, un vivier à vote avec des promesses vaines.
Et ça peut aussi être un petit peu le traitement réservé aux quartiers populaires par la droite, mais aussi par la gauche parfois. Donc, une lutte décoloniale, pour moi, elle doit aller au-delà du barrage contre le RN. Enfin, on doit faire barrage contre le RN, évidemment. Je prêche un public totalement conquis. Mais je rejoins tout à l'heure Marcelin Nadeau, qui était intervenu vers 15h30 à peu près, sur la nécessité de pousser cette lutte au-delà du barrage en faisant des propositions politiques. Parce que, voilà, bon, le nouveau Front populaire a un projet pour les Outre-mer, hein, ça a déjà été mentionné. Et pour le Kanaki, enfin c'est un petit peu facile vu que maintenant que l'Assemblée est dissoute, de toute façon le projet est suspendu. Mais voilà, toutefois, il faut quand même garder en tête, dans le programme, il y a marqué, donc le programme du NFP, un projet d'accord global qui engage un processus d'émancipation et de décolonisation sur le territoire. Ça, je pense qu'il faudrait le souligner, le mettre en gras et le surligner en jaune et le rappeler tous les jours une fois que le NFP aura gagné. Et voilà. Et pour les autres mesures, donc ça a été mentionné à Mayotte, l'augmentation du SMIC, scolariser tous les enfants systématiquement, étendre l'aide médicale de l'État. Ça semble incroyable parce que c'est urgent, mais en fait c'est totalement le minimum en fait que devrait faire l'État français. Pareil pour l'eau potable, c'est dans le programme du NFP et c'est bien, mais c'est aussi le minimum. Enfin, normalement. Ouais, voilà, c'est quand même le b.a.-ba de toute condition de vie. Euh, Pareil pour l'indemnisation des pollutions et la prévention contre ces pollutions. Je pense à la chlordécone, au mercure, aux essais nucléaires en Polynésie. Bah, bien sûr que c'est nécessaire et urgent, mais aussi, il faudrait aussi aller plus loin et arrêter de considérer les Outre-mer comme des terres d'expérimentation agricole et militaire. Et voilà, et j'en passe. Donc, je pense que ce programme du NFP, voilà, n'est pas, bien sûr, pas du tout à jeter à la poubelle et il faut faire barrage en votant pour lui. Néanmoins, on peut aussi le regarder avec un regard critique, voir qu'il n'y a rien sur les langues locales, rien sur la décolonisation des programmes scolaires, rien sur le renforcement des compétences et le rôle des institutions locales, rien sur la représentation des populations ultramarines dans les institutions hexagonales, rien sur l'indépendance économique progressive, etc., etc., etc. Donc je rejoins tout à l'heure, Bastois, tu disais que la gauche était profondément imparfaite. Je suis d'accord avec toi. Racha, il me semble que ton intervention, elle est aussi dans ce sens. Pour moi, la gauche, elle est ce qu'elle est. Il faut la faire gagner aujourd'hui, mais elle ne se battra pas pour les Outre-mer à leur place. Il faut, voilà, qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à participer au projet politique dans lequel on souhaite vivre. Et donc, voilà, j'appelle de mes voeux, moi, bon, pour l'instant, je suis en thèse et je ne suis pas une très grande militante d'expérience, mais ce que j'appelle de mes voeux, c'est que on s'organise pour un projet décolonial intersectionnel qui aille voilà au-delà des périodes électorales. Une lutte décoloniale, à mon sens, elle lutte contre la déshumanisation partout, y compris sur le sol hexagonal, dans les quartiers populaires, dans les camps de Rome, dans les cités. Et la lutte pour la justice sociale, bah, c'est une lutte qui doit s'adresser partout, tout le temps, à commencer par une autocritique et aussi à mettre en pratique bah, voilà, dans une convergence des luttes. Et je laisse Jason avoir beaucoup plus d'éléments sur le thème qu'il va aborder, dont il est spécialiste, et je vous remercie pour votre écoute.